Bonjour à tous et à toutes, plutôt à toutes qu'à tous. Alors, je suis très heureuse et très fière de présenter Valérie Guillard, que je connais depuis quelques années et que j'ai rencontrée lorsque je suis arrivée à Dauphine et qu'elle était étudiante au DMSP. Voilà. Alors, Valérie est donc maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine depuis 2009. Elle passe son CAPET en économie et gestion et devient professeure de lycée dans les filières STG et Bac-G, qui est donc la filière gestion de l'enseignement secondaire. Elle est agrégée du secondaire en économie et gestion administrative en 2003. Elle rejoint l'Université Paris 8 comme Prague étant professeure agrégée. Alors un jour, elle a sauvé un quignon de pain des mains destructrices de son compagnon. Elle était alors déjà titulaire d'un DEA en économie industrielle, mais elle décide de préparer une thèse et choisit alors d'aborder ce nouveau défi en reprenant ses études et en s'inscrivant à Dauphine dans le Master Marketing et Stratégie, où nous nous sommes connus. Elle effectuera ensuite son mémoire de M2 sur la culpabilité de jeter et prolongera ce travail sous la direction de Christian Pinson en rédigeant une thèse intitulée « La tendance des consommateurs à tout garder » qu'elle présentera en novembre 2009. Elle est lauréate du prix de la FNEJ en 2010 et elle est l'auteur de 2 ouvrages, dont le premier donc, « Garder à tout prix », paru en avril 2013 aux éditions Vuibert, est un livre grand public qui décrit le profil des gardeurs. C'est ainsi qu'elle appelle les personnes qui ne jettent rien. Et elle vient de signer récemment, en septembre 2014, un ouvrage collectif aux éditions De Buck intitulé « Boulimie d'objets » et qui élargit les univers concernés par cette propension à ne rien jeter. Alors Antoine, vous vous êtes plutôt penché sur l'univers de la boulimie d'objets. Je vous laisse en parler. Oui, donc évidemment, les livres en question sont disponibles à la bibliothèque de Dauphine. Du coup, j'en ai profité pour jeter un œil. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par vous en lire un court extrait, puisque ça se lit très bien. Et puis, vous allez voir, c'est des choses qui nous parlent. Alors, je vous lis juste un extrait, donc, qui est en fait un exemple. Anne et Yves sont heureux. Ils viennent de trouver la maison qui va nourrir leur projet de trentenaire. Ils vont enfin être chez eux. On pourrait penser que la validation du plan de financement sera l'étape la plus critique. Mais pour Anne et Yves, la question épineuse est ailleurs. C'est l'organisation du déménagement qui les inquiète. Damien voit déjà le tableau. Avec l'imminence du déménagement, Catherine va s'accrocher à ses objets et récupérer ceux qu'ils avaient, d'un commun accord, décidé de jeter. Et les conflits vont se multiplier. Dès qu'il somme Catherine de se débarrasser du moindre pull devenu inutile, de la énième série d'assiettes, elle prend la mouche. Elle fait des pieds et des mains pour tout garder. Catherine invoque toujours les mêmes raisons pour légitimer sa décision de garder. C'est le premier cadeau qu'elle s'est acheté lorsqu'elle a commencé à travailler. Elle est particulièrement attachée à tel ou tel objet hérité de son père. Ça peut toujours servir. Ou encore, demain c'est promis, j'appelle Gaël pour lui proposer. Cela n'arrive jamais, bien sûr. Elle n'hésite pas à recourir à l'argument ultime, celui du prix, pour justifier sa conduite. Tu te rends compte, on l'a payé une fortune cette chemise, c'est quand même dommage de ne plus la porter. Tu pourras toujours la mettre pour traîner à la maison. Et la chemise reste dans l'armoire. Damien a usé de maintes stratégies pour forcer Catherine à vider ses placards. Dernièrement, il a déposé sur le trottoir, dans un accès de colère, tous les cartons du grenier stockés intacts depuis 5 ans. Catherine a redécouvert ces objets sur le trottoir avec un certain intérêt. Tiens, mais en fait, c'est super joli. Je ne comprends pas pourquoi je n'accroche pas cette aquarelle. Les pauvres, je ne peux pas les abandonner sur le trottoir. Cet engouement soudain pour des objets qu'elle avait oubliés l'a conduite à en sauver. Même l'argument choc du coût du déménagement n'a rien fait. Voilà. Alors, c'est un extrait. Il y en a pas mal dans les livres et les articles de Valérie Guillard, avec évidemment les analyses. Alors moi, je ne vais pas faire évidemment l'analyse, c'est pas moi le chercheur, mais je vais quand même évoquer, et vous l'avez peut-être déjà perçu dans cet extrait, et puis en réfléchissant au thème, les différents aspects qui peuvent être intéressés par finalement cette question de la boulimie d'objets. Alors évidemment, il y a la sociologie, qui garde et qui ne garde pas. On l'a vu que là déjà, entre hommes et femmes, entre vieux et jeunes, la question se pose, qui garde le plus ?
La psychologie, qu'est-ce qui fait qu'on garde? Qu'est-ce qui fait qu'on jette? Pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à des objets? La gestion, quand on a une tendance à accumuler, comment on fait pour trouver de la place? Comment on fait éventuellement pour trouver des circuits pour se débarrasser des objets? L'économie, est-ce que par exemple l'accumulation c'est mauvais pour la consommation, pour le dynamisme économique d'un pays? Est-ce que culturellement ça change des choses? Le marketing, est-ce que la logique d'accumulation est le contraire à la logique d'achat? Ou est-ce qu'au contraire, elles vont ensemble? Et puis, est-ce qu'il y a des gens à qui l'accumulation profite? Justement, par exemple, ceux qui louent des espaces, des pièces en plus, etc. Les sciences politiques, de quelle manière les pouvoirs publics doivent favoriser justement la réutilisation des objets ou bien leur mise en commun? Enfin voilà, vous voyez, il y a beaucoup de domaines qui sont concernés. D'ailleurs, dans le livre, l'ouvrage collectif qu'a dirigé Valérie Guillard, vous avez un peu un panel de disciplines. Mais voilà, moi je ne vais pas aller plus loin. Et voilà, on va peut-être juste donner quelques exemples. Est-ce que, par exemple, Patricia, est-ce que vous gardez tous les objets? Est-ce qu'il y a des choses que vous gardez plus souvent? Alors moi, j'ai réfléchi à la question et justement, grâce à vous, j'ai fait un petit peu la liste de ce que je gardais ou ce que je jetais. En gros, je me suis aperçue que je jetais beaucoup de papier, je jetais beaucoup de choses cassées. Et finalement, je conserve soit tout ce qui est encombrant, je m'en débarrasse, et je le donne aux encombrants. Et je garde en fait les choses dont je n'ai pas trouvé les circuits d'évacuation. Des choses qui peuvent encore servir, mais que je ne sais pas comment écouler à l'extérieur. Et puis je garde des souvenirs pour mes enfants. Je leur ai fait des boîtes avec des choses et des souvenirs dedans. Et puis je garde la pêche. C'est déjà beaucoup. Alors Antoine, vous, c'est assez particulier. Vous avez un métier qui vous oblige à jeter, à faire du vide, à faire de l'espace pour ranger vos outils de travail. Alors, est-ce que ça a eu une influence dans votre gestion quotidienne de l'accumulation d'objets? Et est-ce que vous avez des solutions à nous proposer? Alors, effectivement, en bibliothèque, on a tout un tas de processus pour décider ce qu'on garde pas, à partir de quand un livre n'a plus sa place dans la bibliothèque, quand il est plus utilisé, quand il est plus emprunté. Donc, on a des processus assez bien formalisés. Alors après, est-ce que ça a une conséquence sur ma pratique personnelle? Je ne saurais pas dire. J'en parlais justement avec mes collègues ce midi. Et en fait, on a quand même chacun des tendances et des habitudes assez diverses. Je pense que Valérie va nous éclairer dans quelques minutes sur justement les différents profils qu'il y a. Et moi, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai quand même évolué. Je pense qu'on évolue avec l'âge là-dessus. À une époque, moi, j'avais une tendance à tout garder. J'ai commencé à prendre des photos des objets avant de les jeter. Comme ça, j'en gardais quand même une trace. Et puis, bon... Maintenant, j'ai tendance à un peu tout jeter. Notamment, j'ai très peu de livres chez moi, puisque bon, finalement, il y a des bibliothèques où je peux trouver des livres. Et donc, il y a quand même des choses qu'on peut mettre en commun. Donc là, c'est les livres, mais en fait, ça pourrait être d'autres choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que chacun évolue dans sa pratique. Mais bon, après, il faudrait creuser plus avant, et je vais peut-être passer la parole à Valérie pour ça. Merci beaucoup. Hop. Ouais. Vous présenter et tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Il y a la possibilité d'y participer sur l'intranet et j'ai aussi des questionnaires papier. Donc je vous laisse présenter. Oui, en une seconde. On s'est dit que ça serait intéressant que les personnes qui assistent à cette conférence, si elles ont des expériences à rapporter, des témoignages, puissent le faire. Et comme on n'aura pas forcément le temps pour que chacun s'exprime, on a mis juste un petit formulaire, enfin un endroit où vous pouvez laisser votre témoignage. Donc, pour des raisons pratiques, on l'a mis sur le site de la bibliothèque. Ça sera également accessible depuis l'intranet de l'université. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller et à mettre votre petit grain de sel. Merci. Hop, merci beaucoup. Je ne sais pas comment on le coupe. Je ne sais pas si on peut le couper ou pas. Merci. Merci beaucoup pour ces présentations. Merci Patricia, merci Antoine. Je voudrais aussi remercier Cécile de m'avoir invité effectivement à cette conférence sur un sujet évidemment qui me tient beaucoup à cœur. Alors juste avant de vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet,
Aujourd'hui, donc, je vais m'appuyer effectivement sur deux ouvrages notamment. Un premier ouvrage qui est plutôt effectivement sur ma thèse, comme l'a dit Patricia, et un second ouvrage collectif que j'ai dirigé. Et donc, je vais juste citer très rapidement les auteurs qui ont contribué. Comme ça, après, comme j'emprunte aussi leurs travaux. Et après, donc, je n'aurai pas à le faire le long de la présentation. Donc, il s'agit de Sofiane Belgerd, Thierry Bonneau, Manuel Charpie, Sophie Chevalier, Franck Cauchois, Anaïs Dagneau, Véronique Dacier, Aurélie Deling, Anne Monjaret, Pierre Musso, Philippe Robert de Montron, Stéphanie Tabois et Serge Tisseron, qui a préfacé les 2 livres d'ailleurs sur l'accumulation d'objets. Alors aujourd'hui, en fait, on va donc se poser la question de savoir pourquoi nous accumulons autant d'objets. Donc quelles sont finalement les raisons, quel type d'objets et voilà, avec différents facteurs. Alors tout d'abord, je vais présenter quelques éléments du contexte, puisque accumuler aujourd'hui, en 2015, peut paraître comme un paradoxe. En effet, aujourd'hui, nous sommes quand même dans l'ère de la numérisation des données. On numérise nos photos, nos papiers administratifs, également notre musique. Donc on pourrait penser qu'on a déjà moins d'objets relatifs effectivement à ces produits-là. Aussi, on est depuis donc, les années 90 beaucoup dans le développement durable. Donc, normalement, on devrait avoir une petite réflexion sur est-ce qu'on achète cet objet, parce qu'on sait que quand on achète un objet neuf, notamment, eh bien, évidemment, on déclenche potentiellement donc, de la pollution. Ensuite aussi, on est quand même dans une société de la mobilité. On bouge beaucoup, on déménage. Et d'ailleurs, on va voir que le déménagement est la cause numéro 1, j'ai envie de dire, pour vider un peu les choses. Même si, effectivement, si on reprend l'exemple de Anne et Yves, qui a été lu effectivement par Antoine, bon, c'est pas toujours le cas. Et enfin, on est aussi sur des journées sans achat, beaucoup de choses qui nous font réfléchir à la société de consommation, à j'ai envie de dire parfois notre boulimie de consommation, et on va le voir. Donc tout ça, on pourrait penser que les gens peut-être pourraient moins accumuler, moins garder de choses. Et pourtant, les gens accumulent beaucoup d'objets. On estime en fait que chaque foyer conserve en moyenne entre 18 et 25 kilos d'équipements électriques. Alors là, ce ne sont que les équipements électriques. Évidemment, on va voir qu'il y a beaucoup d'autres objets. Et donc, ce qui fait quand même effectivement quelques objets. Et on va voir en fait en quoi justement toute cette accumulation a de forts enjeux, et notamment des enjeux économiques. Alors ici, en fait, on voit aussi que l'accumulation, elle est partout. Alors, elle est bien entendu dans vos greniers ou dans vos caves, et c'est principalement effectivement dans ce lieu que nous allons un petit peu regarder et puis voir un peu les différentes causes. Elle est au bureau, peut-être avez-vous des collègues qui accumulent beaucoup de choses et vous, au contraire, vous essayez de faire place nette. Elle est dans l'art, bien sûr, avec les travaux de Armand ou Niki de Saint-Phal, etc. Elle est dans les lieux de stockage, que ce soit d'ailleurs le stockage pour les objets qui vont être vendus, ou alors, encore plus tabou pour les entreprises, des invendus. Il y a aussi tout un stock d'invendus dont parfois on ne sait que faire. Elle est bien sûr sur le trottoir, et on va y revenir de ce sujet sur le trottoir lors des encombrants. Elle est bien sûr dans les magasins, elle est sur les mers, enfin bref, elle est partout. Partout en fait, partout où vous posez vos yeux, vous voyez effectivement qu'il y a de l'accumulation. Alors en fait, ici, je vais structurer mon intervention en 2 grandes parties. Je vais être fidèle à Dominique Desjeux dans ses échelles d'observation. Je vais commencer par une échelle d'observation micro, donc je vais vraiment me focaliser sur l'individu. Et là, on va voir ensemble les figures de l'accumulation, et peut-être allez-vous vous reconnaître justement dans ces différentes figures. Et après, en fait, en seconde partie, je vais présenter plutôt les enjeux de l'accumulation, puisqu'on va voir qu'il y a des enjeux autant sociétaux, sociaux, économiques, etc. Donc, on va un petit peu discuter de ces enjeux-là. Peut-être entre les 2 parties, je vais vous laisser un petit temps de parole, si vous voulez effectivement témoigner, ou si vous voulez nous faire part d'une expérience. Et puis aussi, certainement, à la fin, on aura aussi, j'espère, un temps d'échange, puisque c'est surtout aussi ce temps d'échange qui est intéressant. Je conclurai donc très rapidement sur ce que l'accumulation révèle des personnes et de la société. Alors, tout d'abord, les figures de l'accumulation. Alors, si vous voulez, on va dire, grosso modo, qu'il y a 2 grandes figures de l'accumulateur. Il y a l'accumulateur qui est vraiment dans, j'ai envie de dire, celui qui achète, celui qui est dans l'avoir, mais qui, très souvent, peut assez facilement se séparer des choses. Mais par contre, lui, ce qui l'intéresse, c'est avoir acheté. Ça, c'est un premier profil. Et je vais assez rapidement passer sur ce profil-là. Le second profil, et c'est vraiment sur celui-ci que je me suis beaucoup appesantie, c'est celui qui a une difficulté à se séparer des choses. Donc, c'est celui, alors quand je dis celui, bien sûr, celle qui garde des choses parce qu'elle n'arrive pas ou il n'arrive pas à s'en séparer. Alors, juste le premier profil sur l'accumulateur, plutôt celui qui est avide d'objets. Vous avez effectivement des personnes qui achètent beaucoup.
Pourquoi elles achètent? Eh bien, souvent, vous savez, acheter, c'est avoir. Acheter, c'est assez gratifiant. Hein, vous participez à la société de consommation. En plus, maintenant, avec les brocantes ou les vides-greniers, etc., c'est pas cher. Vous pouvez avoir, j'ai envie de dire, beaucoup de choses à bas prix. J'ai presque envie de dire c'est parfois régressif, dans la mesure où tout est presque permis, puisque c'est pas vraiment l'argent qui est une barrière. Et donc, vous achetez puisque vous faites plaisir, vous achetez parce que vous avez besoin, mais ça, c'est très rare. Vous achetez, alors pour certaines, peut-être pour certaines personnes qui ont un peu des revenus un peu plus faibles, effectivement, puisque vous pouvez donc avoir accès à certains objets auxquels vous ne pourriez pas avoir dans la société de consommation, dans les produits neufs. Voilà, donc en fait, on est vraiment sur l'avidité. J'ai envie d'avoir et je me fais plaisir. Cette avidité, elle peut aller jusque sur le trottoir, puisque alors j'ai travaillé avec une collègue, donc Dominique Roux, sur notamment les glaneurs, c'est-à-dire des gens qui glanent des objets sur le trottoir. Mais attention, ce n'est pas du tout un glanage. Alors il y a la partie glanage, j'ai envie d'avoir des choses et parce que j'ai pas de revenus, d'accord. Donc ça évidemment, c'est le glanage de subsistance, parce que vraiment j'ai pas d'argent pour en acheter. Mais en fait, nous on est vraiment sur le glanage, un choix. Les choix des glaneurs de prendre des objets sur le trottoir, même si vous n'en avez absolument pas l'utilité. Et là, en fait, il y a plusieurs raisons. Alors, par exemple, il y a Amandine qui nous dit oui, parce qu'à chaque fois que j'ai trouvé des objets, souvent, c'était vraiment ce truc d'enfant du trésor découvert. C'est un peu la caserne d'Ali Baba. Là aussi, c'est assez régressif puisque vous pouvez tout avoir, puisque pour vous, il n'y a aucune limite, sauf vos limites physiques de pouvoir porter les choses. Et puis, vraiment, c'est régressif, puisque vraiment, vous pouvez remplir votre garage de choses trouvées sur le trottoir. Donc là, il y a parfois une petite boulimie, une petite compulsion de prendre des choses comme ça sur le trottoir. Deuxième, alors ça, c'est le premier profil. Un premier profil, vraiment, de la personne qui est avide d'avoir. Le deuxième profil, qui n'est pas mutuellement exclusif, et c'est là qu'il y a de plus en plus de problèmes, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment avoir, mais en plus avoir des difficultés de se séparer. Alors là, le problème devient un peu plus important. Le deuxième profil, c'est vraiment les accumulateurs, donc les personnes qui gardent, et encore une fois, parce qu'elles n'arrivent pas à se séparer des choses. Alors là, en fait, si vous voulez, là encore, il y a 3 profils, et moi, je vais plutôt creuser un seul des profils. Un premier profil, alors voici les 3 profils déjà. Il y a donc le collectionneur, il y a le pathologique, et il y a ce que j'ai appelé la personne normale. Alors, c'est toujours un peu difficile de parler de la personne normale, mais on va dire que c'est comme vous et moi qui gardiez effectivement quelques objets chez vous. Alors, première chose, juste très rapidement, le collectionneur. Alors, le collectionneur, lui, il garde des objets, il les accumule, mais la grande différence entre le collectionneur et, j'ai envie de dire, le boulimique d'objets, celui auquel on s'est intéressé dans les travaux, c'est que le collectionneur, il y a un lien entre les objets. C'est-à-dire que vous n'allez collectionner que des théières. Vous n'allez collectionner que des fèves du premier de l'an. Par exemple, il y a un lien. Et en fait, seul le collectionneur, j'ai envie de dire, donne un sens à sa collection. Il n'y a que lui qui sait pourquoi, en fait, il collectionne ces objets-là. Et pourquoi tel objet a une valeur pour lui, d'ailleurs, qui n'en aura absolument évidemment pas pour vous, par exemple. Donc en fait, vraiment, le collectionneur, il est certes dans une démarche d'accumulation, mais j'ai presque envie de dire assez rationnel, puisque, enfin, c'est pas vraiment rationnel, puisque voilà, il y a beaucoup de symbolique, beaucoup d'identitaire, etc. Mais n'empêche que voilà, il sait ce qu'il trouve, et vraiment, je vous dis, il n'y a que lui qui trouve un sens dans ce qu'il collectionne. D'ailleurs, le collectionneur peut être aussi un collectionneur. On ne voit pas trop, mais c'est une céramique en fait. On peut aussi collectionner, et ça s'appelle donc la collection patrimoniale, donc juste une petite parenthèse sur ce type de collection, où là vraiment on accumule non seulement des objets, mais aussi un savoir. Puisqu'en fait, vous êtes dans une région et vous essayez effectivement d'extraire un peu à la manière de l'archéologue. Vous prenez des objets et vous essayez de comprendre, vous partagez ça avec des gens, j'ai envie de dire, du cru. Et voilà, il y a vraiment des relations sociales. Donc on va voir que ce n'est pas exactement les mêmes profils de personnes que l'accumulateur boulimique d'objets. Ça, c'est le premier profil. Le second profil, en fait, c'est alors la pathologie. La pathologie, donc là, c'est effectivement ce qu'on appelle aussi le syndrome de Diogène ou encore la silogomanie. Alors, qu'est-ce que c'est que la silogomanie ou donc cette pathologie? En fait, ce sont des gens qui accumulent, mais tout, absolument tout, que ce soit des épluchures de pommes de terre, que ce soit parfois même des immondices, des tickets de métro, etc. Enfin, voilà. Et en fait, surtout, la grande différence entre une personne, entre guillemets, normale, j'imagine que votre intérieur ne ressemble quand même pas à ça. Donc, la grande différence, c'est le volume d'objets collectionnés, enfin, du moins gardés,
Et souvent, ce sont des personnes qui se retrouvent très seules, puisqu'elles ont une certaine honte même à faire inviter des gens. Et donc, ça, bien sûr, ça les prive de relations sociales. Et c'est là qu'on commence à parler vraiment de maladie. Et sachez, en fait, pour votre petite information, que depuis l'année dernière seulement, la cynogonomanie a été classée dans le DSM, qui est une bible de psychiatres aux États-Unis, comme effectivement une maladie à part entière. Avant, c'était une sous-catégorie d'un TOC, et maintenant, c'est vraiment apparu comme une maladie à part entière. Donc, voilà, c'est juste pour l'information. Bon, de 2 à 4% des personnes, des personnes seraient concernées par cette maladie. Sachez aussi qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des séries américaines sur, effectivement, les gens qui gardent tout d'une façon un peu maladive, et voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui pourrait être fait pour un peu essayer d'aider ces gens-là, qui sont en général, d'ailleurs, en grande souffrance. Donc, ça, c'est le second profil. Et enfin, donc le troisième profil, c'est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Hein, c'est vraiment la personne normale qui accumule. Alors déjà, comme nous l'a dit Antoine, hein, on a eu la petite histoire avec Anne et Yves sur l'accumulation effectivement d'objets. Alors en fait, on va voir plusieurs raisons. Pourquoi on accumule des objets? Première raison, on va parler plutôt des raisons matérielles. C'est-à-dire qu'ici, il y a plusieurs questions qui se posent. Parfois, vous accumulez des objets tout simplement parce que vous avez de la place. L'espace favorise l'accumulation. Alors là aussi, ne faisons pas de raccourcis. Hein, vous pouvez très bien avoir beaucoup de place et ne pas accumuler aussi. Vous pouvez vivre dans le vide un peu, ou de moins dans le très épuré. Mais globalement, lorsque vous avez de la place, et d'ailleurs là encore, quand est-ce que vous vous apercevez de tout ce que vous accumulez, c'est souvent lors d'un déménagement où vous dites « Oh là là, tiens, je n'avais même pas vu que j'avais tout ça ». Donc effectivement, l'espace favorise le comportement d'accumulation. Autre raison, ne pas savoir que faire des objets. Et ça, c'est un problème qui est assez récurrent dans tous les entretiens que j'ai pu mener auprès des personnes. Donc, soit les personnes n'ont pas de solution pour s'en débarrasser. C'est-à-dire que vous avez des objets, mais vous n'avez pas soit de déchetterie à proximité de chez vous, soit vous n'avez pas d'association caritative, soit effectivement, vous ne savez pas trop à qui les donner, parce que si on donne, on sait très bien qu'on peut aussi un peu ennuyer la personne, puisque la personne ne va pas oser vous dire non. Donc, vous allez être un peu dans le contre-don, en même temps, remercier quelqu'un, voire rendre l'appareil sur un bien en plus que vous trouvez moche, souvent. Enfin, voilà. Donc, ça pose pas mal de questions sociales aussi. Hein. C'est vraiment ça pose un peu des questions d'ordre social et d'interaction entre les gens. Aussi, il y a des personnes qui connaissent des solutions, mais qui ne savent pas s'en servir. Par exemple, le Bon Coin, eBay. Alors nous, effectivement, ça peut nous paraître peut-être assez évident ou c'est assez facile de se servir de ces outils-là, mais il y a des personnes, et pas forcément des seniors, qui m'ont souvent dit « Ah, moi, j'aime pas ces trucs-là, je sais pas comment ça marche, j'ai pas envie de passer du temps dessus. » Et pourtant, voilà, c'est quand même des solutions qui sont assez, j'ai envie de dire, assez pratiques pour se débarrasser des objets. Aussi, ça peut être, entre guillemets, un peu de la faute de l'objet. Hein. Il y a des objets, en fait, dont il est difficile de se débarrasser. Soit des objets très lourds, une enclume, par exemple. Un jour, on m'a dit, oui, tu vois cette enclume, mais comment veux-tu que je m'en débarrasse? Oui, effectivement, j'étais effectivement assez d'accord avec la personne. Ou alors, par exemple, des lunettes. Alors là aussi, il y a aussi, par exemple, il y a des gens, notamment Emilienne, qui a 80 ans, qui me dit, vous voyez ces paires de lunettes, que voulez-vous que j'en fasse? Il n'y a que moi qui peux les porter, mais elles ne me vont plus. Pourtant, je ne sais pas les vendre ou les donner. Elles n'iront à personne. Donc là, parfois, on n'a pas de solution pour des objets comme les appareils aussi auditifs, par exemple, etc. Donc ici, en fait, voilà, parfois, il peut avoir non pas une volonté de garder, ni une difficulté vraiment de se séparer, mais vraiment des raisons matérielles qui peuvent expliquer qu'on accumule. Aussi, et la dernière raison, il y a aussi donc, des associations caritatives maintenant qui sont de plus en plus exigeantes sur les objets et qui, effectivement, ne gardent que des objets de qualité, pour pouvoir après soit les revendre dans les magasins caritatifs, soit éventuellement les redonner, mais elles sont de plus en plus sélectives. Et en fait, la raison invoquée, et qui est effectivement tout à fait compréhensible, c'est si vous donnez quelque chose qui est de mauvaise qualité, évidemment, ce sera un déchet pour l'association caritative. Évidemment, elle devra payer pour recycler ce déchet. Donc, c'est la raison pour laquelle elles sont de plus en plus, j'ai envie de dire, exigeantes. Par exemple, Paul qui me dit, quand les associations disent « Ah ben non, ça, ce n'est pas en bon état, il faut qu'il y ait des lacets aux chaussures, et ceci et cela », donc bon, après, c'est un peu décourageant, et le problème, c'est que je ne sais pas qu'en faire, je ne peux même pas les jeter, c'est un véritable casse-tête, alors ça traîne, ça m'agace, rien que d'en parler.
vous voyez, souvent, en fait, on n'a pas de solution, on est là, on est bloqué. Et souvent, effectivement, les gens sont dans ces situations-là. Donc ça, c'est un premier, si vous voulez, c'est un premier ensemble de raisons. Second ensemble de raisons, ce sont plutôt donc des raisons plutôt psychologiques. Et là, on va plutôt parler donc des relations aux objets. Si vous voulez, la question ici est de savoir finalement pourquoi vous gardez une cafetière et pourquoi vous gardez des vêtements, pourquoi vous gardez ce vieux mixeur. Pourquoi vous gardez, alors je peux aller longtemps comme ça, pourquoi vous gardez voilà, un livre par exemple, ou même il manque des pages, ou parfois il y a des choses qui sont complètement irrationnelles dans ce qu'on garde. Eh bien en fait tout ça, ça questionne en fait la relation aux objets. Alors très rapidement, il y a beaucoup de travaux en psychologie sur la relation aux objets. Que nous apporte finalement l'objet? À quoi ça nous sert psychologiquement d'avoir des objets? Alors il y a déjà une première raison qui est notamment un besoin de sécurité. L'objet, ça vous permet de contrôler un environnement. Voilà, cette télécommande, par exemple, elle me permet de contrôler ce que je veux passer ou ce que je ne veux pas passer. Elle permet aussi d'avoir, entre guillemets, un petit peu de pouvoir sur autrui. Hein. Je dis, bah non, tenez, ça, c'est ma télécommande, je ne vais pas vous la donner, par exemple. Donc ça, c'est un premier ensemble de raisons pour lesquelles, effectivement, on aime contrôler notre monde, le monde qui nous environne. Deuxième raison, l'objet, en fait, nous signale. L'objet, c'est un peu nous. Hein. Je suis ce que j'ai, je suis ce que je porte, je suis ce que je possède. Et en fait, l'objet, via le regard d'autrui, d'ailleurs sur notre objet, nous permet de nous construire une identité, hein, nous permet aussi de communiquer un statut social, qui on est, notre intérêt. Voilà, tout ça passe par la médiation effectivement des objets, que ce soit les vêtements, que ce soit une voiture, que ce soit un lieu de résidence, que ce soit effectivement, etc., des chaussures ou je ne sais quoi. Donc effectivement, l'objet est très important puisqu'il nous permet effectivement d'exister en société et en plus de se construire nous-mêmes une identité ou voire de nous rassurer. Par exemple, si vous avez un joli sac et plein de gens vous regardent votre sac en disant « Oh là, il est super », vous sentez le regard un peu envieux des gens. Et là, forcément, ça va un peu vous donner un peu de j'ai envie de dire, limite d'identité par rapport au fait d'avoir ce sac-là. Donc là, en fait, vraiment, l'objet nous permet de nous construire socialement. Et peut-être une troisième raison, c'est aussi ça nous permet d'avoir un petit nid, de se constituer un petit nid douillet. Vous voyez, même par exemple, quand vous partez à l'hôtel, vous avez vos petits objets, ou quand vous partez même, ne serait-ce que dans le transport en commun, entre votre domicile et le travail, voilà, vous avez un peu tout dans votre sac à main, d'ailleurs, souvent un peu beaucoup de choses. Et effectivement, parce que là aussi, on a un peu regardé dans les sacs à main avec une collègue, voir un peu ce qui s'y passait. Il y a beaucoup de choses dans les sacs à main, beaucoup de choses inutiles aussi. Et effectivement, là aussi, c'est votre petit territoire minimal, quoi. C'est comme vous avez quitté un lieu et vous êtes en transition entre un autre lieu, on a un petit territoire minimal et effectivement qui est symbolisé par ce sac en général. Alors, par rapport à ces relations aux objets, on a plusieurs comportements. Alors ici, il y a un psychanalyste hongrois qui s'appelle Michael Balint et qui a travaillé sur les ocnophiles et les philobates. Alors ça, c'est deux notions qui sont assez intéressantes. Alors, l'ocnophile, voilà, en partant, vous allez savoir si vous êtes plutôt ocnophile ou philobate. D'ailleurs, ça fait assez bien dans une conversation de dire que vous êtes ocnophile ou philobate. Parce que les gens, effectivement, ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire en général. Alors, l'ocnophile, c'est celui qui a besoin de s'accrocher aux choses. L'ocnophile, en fait, lui, son objet d'attachement, c'est sa sécurité. Et en général, d'ailleurs, vous pouvez même voir les ocnophiles. Maintenant, moi, je m'amuse à les regarder. Maintenant, j'arrive à les détecter. En fait, vous savez, il y a des gens qui touchent beaucoup les autres, qui sont dans le toucher, qui viennent vous embrasser ou qui ont besoin de vous toucher, d'avoir un lien physique avec la personne. Ça, ce sont plutôt des ocnophiles qui s'accrochent plutôt en général soit aux gens ou aux objets. Et là, en l'occurrence, on va plutôt parler des objets. Donc là, ce sont des gens qui sont vraiment dans la rétention et dans le besoin de sécurité via effectivement une possession. Et à l'inverse, donc le philobate. Alors le philobate, lui, au contraire, il n'a pas du tout besoin de s'accrocher à rien du tout. Il a un rapport aux gens il est plutôt dans l'observation, plutôt dans la distance et plutôt dans la vue que dans le toucher. Donc là, on a vraiment deux profils de gens. Et vous allez voir où je veux en venir. Voilà, on a vraiment deux personnes complètement différentes. Et d'ailleurs, si vous regardez au ski, par rapport au bâton, vous savez, quand par exemple vous faites du ski, vous avez des gens qui ont des bâtons, mais qui ne s'en servent absolument pas, mais qui ont besoin de leur bâton. Donc là, on est plutôt l'ocnophile qui fait du ski. À l'inverse, vous avez plutôt le philobate qui, lui, n'a pas du tout besoin de ses bâtons et lâche parce qu'il n'a juste pas besoin de bâton. Donc là aussi, c'est intéressant de voir dans différents contextes, de voir effectivement ce besoin de contrôle, finalement, plutôt de l'ocnophile. Regardez aussi dans les fêtes foraines, un ocnophile, il n'ira pas dans les manèges qui font 15 fois le tour ou la grande roue, je ne sais quoi. Et le philobate, il va adorer ça. Vous voyez, en fait, et d'ailleurs, Balint a beaucoup travaillé sur la fête foraine et les différents comportements des gens.
présentation. Donc pour revenir un peu à nos objets, donc on a deux types de personnes très différentes. Alors vous avez plutôt des gens effectivement qui ne s'accrochent pas aux objets, et moi ces gens-là, je les ai un peu appelés les dilapidateurs. Et là, j'en parlerai pas trop parce que c'est pas l'objet non plus de la présentation. En fait, ce sont des gens qui jettent tout. On a ceux qui gardent tout. Mais quand même, disons-le quand même en passant, il y a quand même des gens qui jettent tout. C'est-à-dire que s'ils ont 2 gommes, ils vont jeter une gomme parce qu'ils n'en ont pas besoin de 2. Ou alors, quand ils reçoivent des mails, par exemple, ils jettent le mail aussi. Parce qu'ils se disent bien que, de toute façon, le collègue va avoir... eux, ils ne sont pas concernés. Ou même, à la limite, ils vont pouvoir effectivement demander à leurs collègues de leur reforwarder le mail, par exemple. Donc là, on a vraiment un profil de personne. Et par exemple, Renaud, qui a 25 ans et qui nous dit... Moi, il nous parle de sa télé. Hein, et il nous dit, moi, je la jette directement. J'ai ressenti une impulsion d'achat pour une nouvelle télévision. L'autre va dehors. D'ailleurs, il me demandait... Enfin, ça se voyait qu'il se demandait pourquoi je lui posais la question, d'ailleurs. Pour lui, c'était évident. Elle n'a plus d'utilité, je la mets sur le trottoir. Je m'en moque de ce qu'elle va devenir. L'important, c'est d'avoir de la place pour la nouvelle. Peut-être que je vais passer 2 ou 3 coups de fil pour voir si quelqu'un veut la récupérer. Mais bon, très rapidement, je la mets dehors. Donc là, on a vraiment des gens qui... il faut qu'en fait, il y a un problème. Il y a 2 objets en même temps. Il faut absolument qu'ils traitent le problème. Et donc, souvent, effectivement, ils jettent. Ou alors, bon, ils donnent aussi, hein, évidemment. Mais ils se séparent très vite des objets qu'ils estiment avoir en trop grande quantité. Sinon, donc, les autres, donc les ocnophiles, on va voir que là, il y a plusieurs types de profils différents. Alors, il y a vraiment les personnes qui peuvent dire « ça peut toujours servir ». Ça, c'est, j'ai envie de dire, le grand classique. Le grand classique du « ça peut toujours servir », c'est vraiment ceux qui, voilà, ont... alors, il y a vraiment 2 situations. Il y a ceux qui pensent en avoir besoin un jour, donc ils vont garder, je sais pas moi, un sécateur alors qu'ils sont en appartement, qui n'ont plus de jardin, par exemple, donc ils vont jamais, en fait, s'en servir. Et il y a ceux qui ont déjà identifié ce à quoi ça va servir vraiment. Donc ça, c'est effectivement un premier profil. Un second profil, c'est vraiment ceux qui vont garder leur doudou, qui vont garder le petit ticket peut-être de métro, justement, mais là, juste celui-là, parce qu'ils ont rencontré, je ne sais pas, soit leur mari, soit je ne sais qui, avec dans le métro, je ne sais quel métro, etc. Ou alors le téléphone portable avec qui ils ont eu le premier coup d'appel, ça aussi, j'ai déjà entendu de ce qui est devenu leur mari, etc. Ou alors même, vous avez le grand-père portraituré, là, effectivement, par exemple, vous avez hérité de cet objet et vous le gardez pour mémoire. Un troisième profil, c'est vraiment ceux qui gardent, et Antoine en a parlé tout à l'heure dans la présentation, ceux qui gardent pour donner un jour à autrui. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment des personnes qui pensent à leurs amis, leurs voisins, etc. Même si ces personnes ne viennent jamais, hein, mais c'est pas grave, ils ont tout un tas de sacs ou de cartons pour autrui. Et je vous dis, même si effectivement les autrui, ils les gardent, ils les voient jamais. Et vous avez effectivement, et ça aussi c'est un autre profil, vous avez effectivement des personnes qui gardent des objets pour l'unique et bonne raison qu'ils les ont payés cher. C'est-à-dire que même si maintenant ça ne vaut plus rien, et ils les gardent quand même. Par exemple, c'est « Ah non, mais ce pull, je ne te rends pas compte, je l'ai payé très cher, donc non, je ne vais quand même pas le donner. Mais puis un jour, j'aurai peut-être envie de le remettre. » Or que finalement, ça fait 10 ans qu'il est là, le pull, et en fait, il n'a jamais été remis. Donc voilà, ça aussi, la peur de, si vous voulez, de dépenser de l'argent ou de gaspiller de l'argent est aussi très présente, effectivement, chez certaines personnes. Alors, tout ça nous amène à avoir plusieurs types de gardeurs. Vous avez, alors déjà, un gardeur, il faut dire que, il a des particularités en lui-même. Il est procrastinateur, c'est-à-dire qu'il remet toujours au lendemain ce qu'il peut faire le jour même. Demain, vous aurez toujours le temps de jeter, mais demain, pas maintenant. Il est en général coupable, il se sent coupable de se séparer de certains objets. Et il est assez matérialiste, mais matérialiste aussi dans le sens où il a besoin de matière. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est assez péjoratif de dire qu'on est matérialiste, alors que la vraie définition du terme, c'est vraiment, effectivement, avoir besoin de matière pour être, pour penser, etc. Aussi, donc, si vous êtes plutôt un gardeur instrumentaux, voilà, on a plutôt des profils un peu anxieux. D'accord ? C'est le futur, c'est avoir peur, effectivement, pour le futur. Les gardeurs sociaux sont plutôt altruistes. Donc là, on pense plutôt à autrui. Les gardeurs économiques, c'est plutôt une tendance à la rétention d'argent. Alors, dites autrement la radinerie, mais c'est peut-être mieux de dire effectivement tendance à la rétention d'argent. En tout cas, les racines sont assez communes. Pour avoir travaillé sur la radinerie, c'est un peu, on retrouve les mêmes profils. Et les gardeurs sentimentaux sont plutôt nostalgiques. Hein, c'est vraiment un passé. Mais en fait, en général, ce qui est très, très bien dans la nostalgie, c'est un passé idéalisé. C'est « Ah, mais quand j'étais jeune », même si c'est quand j'étais jeune, c'était peut-être un peu, excusez-moi, la galère, mais c'est pas grave. Maintenant, vous idéalisez, vous dites « Ah, c'était vraiment bien, même si c'était pas finalement si bien que ça ». Donc, en fait, c'est vraiment un passé que vous idéalisez via, effectivement, en général, un objet. Alors, en fait, je vais vous poser la question.
Et vous? Et vous maintenant, alors comme je vous dis ici, en fait, l'objectif, c'est vrai que vous visualisez. Alors voilà, rentrez chez vous, regardez, enfin là, mentalement, restez là peut-être quand même 2 secondes, mais chez vous, dans votre tête, dites-vous, voilà, alors chez moi, je regarde, donc je suis dans la cuisine, qu'est-ce que j'ouvre mes portes de placard, qu'est-ce que je peux avoir qui me sert plus que je garde, dans la cave, dans le grenier, dans le garage, alors encore aussi dans votre penderie, par exemple, ou si vous avez une petite pièce débarras, souvent dans le débarras. Enfin voilà, je vous invite très rapidement à faire mentalement un tour de votre domicile. Et après, effectivement, de vous poser la question de savoir, est-ce qu'il vous est donc sans doute arrivé d'avoir à prendre une décision qui concerne des objets encore utilisables, mais dont vous n'avez plus l'utilité et qui ne valent plus, selon vous, la peine d'être vendus. Et lorsque la question de s'en débarrasser se pose ou s'est posée, que vous êtes-vous dit? Alors ici, est-ce que vous êtes... Alors je vais vous donner 4 types de propositions. Et dans votre tête, dites-vous, ah oui, ça c'est moi, ou ça, ben, ça c'est vraiment moi. Voilà, de pouvoir vous identifier, sachant que ce n'est pas mutuellement exclusif. Hein. Peut-être que vous allez être sur toutes les propositions. Peut-être, effectivement, ça peut arriver. Peut-être que sur une seule, peut-être pas du tout. Donc à vous de voir. Alors, premier profil, peut-être vous vous dites, quand je pense au prix, ça me fait mal au cœur de m'en débarrasser. Ou encore quelque chose comme, j'aurais l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres. Donc si vous êtes dans ce profil-là, vous êtes plutôt un gardeur économique. Deuxième profil, peut-être vous vous dites, ça me rappelle tellement de choses, ou alors que de souvenirs de mon passé, ou alors ça me rappelle quand j'ai vécu ça avec telle personne. Donc là, vous êtes plutôt un profil plutôt sentimental. Si vous êtes dans ce type de proposition, un jour ou l'autre, je vais bien trouver quelqu'un qui va les vouloir, ou encore, il doit bien avoir quelqu'un à qui ça pourrait servir, ou si je pense à ma cousine qui pourrait être intéressée par ce bien, etc. Donc là, vous êtes plutôt un gardeur social. Et enfin, si vous dites, ça peut toujours servir. Ou alors, qui sait, je peux encore avoir envie de m'en resservir plus tard, ou je peux en avoir envie pour vous. Voilà. Donc là, voilà, vous êtes plutôt un gardeur social. Donc ici, en fait, voilà, vous avez 4 profils. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez dans ces 4 profils et quelle est la proportion. Mais effectivement, c'est ce qu'on peut, les 4 profils de personnes qu'on peut trouver. Alors, j'avais pensé faire un petit break ici, mais je vais peut-être avancer un peu parce que je vois que c'est déjà un peu avancé dans l'heure, et puis je vous donnerai le temps de parole après qu'on pourra évidemment continuer d'une façon informelle ensemble. Alors, quels objets les personnes gardent-elles? Elles gardent majoritairement des vêtements, pas beaucoup de vêtements. Elles gardent aussi beaucoup de produits technologiques et de livres. Vous voyez, c'est vraiment les 3 catégories qui reviennent de façon récurrente dans, effectivement, le fait de garder des choses. Alors, avec les CD, bien sûr, les bibelots, l'électroménager, et ça, on va voir les enjeux, d'ailleurs, que ça a au niveau économique. Voilà, donc là, vous avez majoritairement les objets les plus gardés. Ensuite, on va assez rapidement brosser le portrait sociodémographique du gardeur. Alors, là, c'est vraiment, sans aucun, voilà, c'est pas trop de lien, mais bon, ceci dit quand même, un petit peu. En fait, donc, ce sont vraiment les femmes qui gardent plus que les hommes. Là, pour le coup, après avoir fait pas mal d'études quantitatives sur le sujet, c'est vraiment récurrent. Les femmes gardent tout, et je vous lis juste, j'ai envie de dire, le témoignage de Guy, 45 ans, qui est quand même assez, j'ai envie de dire, agacé par son épouse. Alors, Guy nous dit... On se marche sur la tête, on achète des meubles, donc on envahit l'espace, pour garder des trucs dont on n'a rien à faire. Ça me dépasse, je la comprends pas, en parlant de sa femme. Vous savez, j'ai même quelque chose à vous dire. Quelque part, je suspecte même ma femme, de façon totalement inconsciente, de m'avoir fait acheter une maison secondaire pour refourguer des trucs dont elle ne voulait pas se débarrasser. Des meubles, des tapis, des lustres, des jouets des enfants. On a 3 tondeuses, allez savoir pourquoi. Bref, tout un bazar que je voulais jeter et qui nous fait disputer. Je dois donc également lutter en vacances. C'est un combat épuisant et sans fin. Donc ici, en fait, vous avez donc le témoignage d'un monsieur qui est complètement exaspéré par sa femme. Et effectivement, on a vraiment cette tendance. Et lorsqu'on demande aussi aux gens une autre question qui est très intéressante, on a l'impression que la tendance à garder est transmise par la mère. Quand on demande aux gens, est-ce que c'est plutôt votre père qui était comme ça ou plutôt votre mère? Voilà, c'est plutôt effectivement la mère, effectivement, qui transmettrait sa tendance à tout garder. Alors, c'est plutôt effectivement aussi au niveau de l'âge, donc c'est plutôt des jeunes qui ont tendance à garder, parce que certainement pour le futur, je veux dire, surtout ça pourrait me servir, etc., et qui n'ont pas forcément des moyens financiers.
j'ai envie de dire, c'est vers 45-50 ans, on garde moins. Alors souvent, parce qu'il y a un enfant qui s'installe, on va lui donner des choses. Ou alors, on va justement avoir peut-être une maison secondaire. Enfin, c'est à peu près les âges où parfois on peut aussi se laisser tenter par une maison secondaire. Et enfin, alors on va revenir sur la partie senior et sur cette partie-là de l'âge, sachant qu'en fait, ici, tout est vraiment différent selon votre profil. Évidemment, par exemple, la tendance instrumentale, j'entends instrumentale les gens qui disent ça peut toujours servir. Évidemment, plus vous avancez dans l'âge, moins vous le dites, puisque voilà, les personnes âgées, en général, elles ne disent pas ça peut toujours servir. Au bout d'un moment, quand vous avez 90 ans, voilà. Je vois qu'il faut quand même se rendre compte de la réalité. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu d'une façon inégale selon effectivement votre profil de tendance effectivement à tout garder. Alors, ça pose aussi une autre question, et d'ailleurs c'est une question qui m'intéresse beaucoup et sur laquelle je suis en train de travailler aujourd'hui, sur donc, les objets hérités, et notamment sur donc, tous ces objets que vous pouvez avoir, parce que vous avez hérité de ces objets-là. Alors je vais juste vous lire, parce qu'il est vraiment, je trouve, intéressant, ce témoignage de Corinne qui résume tout à fait ces situations-là. Corinne, 54 ans, se dit victime de ses parents. Mariée depuis 25 ans, 2 enfants, elle habite une maison de 120 mètres carrés près de Lyon. Tout le monde est bien installé, le foyer est matériellement équipé, l'espace est optimisé. C'est alors que s'abat sur la famille une déferlante de choses en tout genre. Le père de Corinne vient de décéder, sa mère l'a précédé de 10 ans. Il va donc falloir vider la maison familiale. Corinne se sent victime, car c'est sur elle que repose la lourde tâche de gérer tout ce que ses parents ont gardé pour elle, ou ce qu'ils ont gardé tout court, alors qu'elle ne veut rien et n'a pas demandé à hériter d'une telle charge. Elle sait bien qu'hériter d'objets n'est pas simple. Ce n'est pas uniquement accueillir les objets, leur faire une place, c'est aussi se les approprier, les faire siens, alors qu'ils appartenaient à son père et à sa mère et qu'elle n'avait parfois même pas le droit de s'en servir. Elle est au fond d'elle-même en colère contre ses parents qui ont gardé sans compter, qui ont accumulé le moindre livre de poche, des boîtes de conserve vides, des parures de draps, des cendriers et autres cadeaux promotionnels. Pourquoi ce couteau est-il encore emballé ? Pourquoi n'a-t-il jamais servi ? Était-il destiné à être offert ? Dans ce cas, pourquoi a-t-il été oublié au fond d'un placard ? Et ce guide touristique qui traîna dans un vieux carton alors que ses parents ne voyageaient jamais ? Corinne se sent démunie face à la lourde tâche qui l'attend. Il lui faut, à travers les objets les plus divers, entrer dans l'intimité de ses parents, prendre des décisions. Elle pourrait jeter toute go cet héritage, mais elle ressent une certaine culpabilité. Quand même, quel gâchis, que d'argent jeté par les fenêtres, se répète-t-elle en boucle. Elle n'est pas en état de régler le problème. Il existe pourtant aujourd'hui une myriade de services dédiés, mais elle ne s'autorise pas à y recourir, comme si c'était, malgré tout, son devoir de s'en occuper. Donc ici, en fait, on est... Alors justement, je travaille en fait sur ce sujet actuellement, sur le fait de vider une maison, la maison d'un proche, que ce soit un voisin, que ce soit un parent. D'ailleurs, si vous voulez justement un témoignage, vous pourrez témoigner votre expérience, j'en serais ravie. Et effectivement, on a vraiment plusieurs profils de personnes. Donc je commence juste ce sujet, c'est vraiment balbutiement, mais on a vraiment les gens qui s'attellent tout de suite à la tâche et qui jettent assez rapidement et beaucoup de choses et qui gardent que les 2-3 objets les plus représentatifs des personnes défuntes. Et puis après, sinon, vous avez des gens qui mettent très longtemps à ouvrir ne serait-ce que la porte de l'appartement ou de la maison et qui sont complètement, j'ai envie de dire, bloqués dans leur décision, effectivement, de gérer ces objets-là. Donc c'est vrai que c'est un sujet sociétal, puisque ça nous concerne plus ou moins tous, et c'est ça peut poser des vrais problèmes, effectivement, pour les personnes. Alors en fait, dernier point ici sur le portrait sociodémographique, avant d'arriver sur les enjeux, parce que je regarde ma montre, mais le temps passe. Alors vous avez effectivement ces quelques données sur un échantillon certes représentatif donc de 300 personnes en France. Donc vous avez le gardeur et plutôt quelqu'un qui a... Plus vous avez d'enfants, moins vous gardez. Là aussi, je pense que c'est aussi souvent, relatif à l'espace. Je pense que les gens se battent sur l'espace parce que chacun a sa culture matérielle dans la maison. Donc après, c'est un conflit entre les enfants, souvent, les parents, etc. Donc c'est souvent une guerre d'espace et de place. Vous avez aussi, alors curieusement, ça c'est vraiment intéressant, les Parisiens garderaient plus que les gens en province. Alors attention, ça c'est, à mon avis, ce sont des Parisiens frustrés. Parce que ce que j'ai voulu dire et ce que j'ai voulu montrer, quand j'ai posé la question, c'est pas combien d'objets gardez-vous, on n'a pas compté le nombre d'objets, c'est la tendance à vouloir garder. C'est-à-dire que je pense que c'est des gens qui aimeraient plus garder, mais qui ne peuvent pas garder, puisque vous savez qu'à Paris, quand même, les tailles de logements sont beaucoup plus petites qu'en province. Et ce qu'en province, en fait, vous pouvez effectivement, votre tendance à tout garder peut plus s'exprimer, puisqu'en général, déjà, vous avez des greniers, vous avez des caves, etc. Vous avez souvent une petite maison au fond du jardin, etc. Donc là, voilà, c'est pas ce que je garde vraiment, c'est ce que j'aimerais garder. D'accord ? Donc d'où, en fait, cette différence. Et puis, voilà, on garde un peu plus chez les non-cadres, plutôt, effectivement, que chez les cadres.
Alors, je passe en fait sur 2-3 points très rapidement. Bon, bien sûr, c'est pas nouveau, hein. L'accumulation, ça a beaucoup existé. C'est le 19e siècle, notamment, on était sur l'accumulation bourgeoise, comment on montrait justement son statut social. On l'a dit tout à l'heure, eh bien, on avait justement, on mettait dans le salon, la salle à manger, beaucoup d'objets. C'était des univers très chargés. Et aussi, on a fait une petite étude avec un collègue, donc Guillaume Johnson, sur l'influence de la culture sur la tendance à tout garder. Et là, en fait, avec un public d'étudiants chinois. Et effectivement, ici, on peut voir, là, il y a quelques différences, pas sur tous les profils, mais notamment aussi sur la tendance économique à tout garder. Visiblement, les Chinois seraient-ils plus radins d'ailleurs que les Français? C'est une bonne question. On pourrait effectivement se poser la question, sachant qu'en Chine, il n'y a pas de cave, il n'y a pas de grenier, c'est pas de... Voilà, vous n'avez pas effectivement ce type de dispositif qui vous permet de mettre des choses un peu de côté. Alors, dernière partie de l'intervention. Il me reste 5 minutes pour présenter quand même quelques enjeux, puisque je trouve que, voilà, quand on a, après avoir fait le portrait effectivement des gardeurs, on peut voir quels sont les enjeux. Il y a 3 types d'enjeux, hein, assez rapidement. Donc, il y a des enjeux économiques, écologiques, bien sûr, et sociétaux. Alors, dans les enjeux économiques, déjà, sachez qu'il y a des nouveaux métiers, hein, pour gérer l'accumulation, notamment les home organizers. C'est-à-dire, si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas, gérer vos objets puisque c'est trop, soit il y a trop d'affect, soit vous ne savez pas par quel bout vous commencez, eh bien, il y a des gens qui sont spécialistes en organisation de placards, j'ai envie de dire, et qui peuvent vous aider à débarrasser, si ce n'est à débarrasser, à trier, à ranger. Parfois, ça peut être déjà plus facile, effectivement, avec quelqu'un qui est qui a une certaine distance par rapport, effectivement, aux objets. Ensuite, vous avez aussi toutes des entreprises. Maintenant, justement, on parlait de vider la maison d'un proche, par exemple. Maintenant, il y a des entreprises, hein, qui sont spécialisées dans cette activité-là. Et puis, bien sûr, comme le disait Antoine tout à l'heure dans sa présentation, toutes les entreprises qui s'occupent du stockage. Maintenant, vous avez effectivement vous pouvez louer des box. Et ça aussi, on en a souvent parlé, hein. Là aussi, ça fait des gros conflits dans les couples, hein, entre les personnes qui veulent louer des box pour mettre des bouquins, pour mettre des choses comme ça. Et puis, le conjoint, par exemple, qui ne trouve pas l'utilité, effectivement, de faire ça. Au niveau des enjeux économiques, on a aussi des opportunités pour les producteurs, évidemment. Il y a beaucoup maintenant, eBay, Boncoin, etc., qui sont vraiment pris de ce phénomène, hein, le fait de la circulation des objets, et qu'en font un vrai business. Donc là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont monté leur activité, effectivement, sur ces objets-là, qui circulent entre les gens. Alors là aussi, d'autres enjeux économiques, mais là, on n'aura pas trop de temps développé, mais sur... accumuler. Accumuler, c'est consommer. Consommer, c'est aussi s'endetter parfois. D'accord ? C'est qu'il y a des gens, effectivement, qui n'hésitent pas à acheter, alors pas forcément que du neuf, et très paradoxalement, c'est souvent les classes les moins favorisées qui achètent du neuf, d'ailleurs, certainement pour essayer d'avoir un lien avec la société de consommation, hein. Il y a beaucoup de causes sociologiques, de toute façon, dans ce comportement. Et là, effectivement, en Afrique du Sud, notamment, il y a beaucoup, j'ai envie de dire, il y a une infantilisation, notamment, de certaines classes, de classes sociales, notamment la classe non blanche, parce que ces gens-là s'endettent. Et c'est un vrai problème macroéconomique, l'endettement dans ce pays. Donc voilà, on accumule des objets, certes, mais on accumule aussi des dettes. Et effectivement, l'accumulation de dettes, évidemment, ça peut aller très loin pour les différentes personnes. Autre enjeu aussi économique pour les distributeurs. Alors là aussi, je passe, hein, c'était un collègue aussi qui a travaillé sur les sacs plastiques. Vous savez qu'on a supprimé les sacs plastiques dans la grande distribution. Et assez curieusement, d'ailleurs, on s'est aperçu que la disparition des sacs plastiques fait qu'on achète plus. En fait, dans son cabas, quand vous avez votre propre panier, vous achetez plus finalement d'objets que lorsque c'était avec les sacs plastiques. Donc vous voyez, en fait, il y a une transformation même de l'accumulation. Et on pourrait penser que effectivement, on achèterait moins, peut-être, mais non. En fait, voilà, on est plutôt dans effectivement l'accumulation on achète beaucoup effectivement en grande surface. Aussi, alors avant ça, il y a aussi des enjeux, effectivement, autres enjeux économiques, notamment sur les D3E. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des mines urbaines. Les mines urbaines, en fait, ce sont justement tous ces objets qui contiennent des métaux précieux que vous gardez. Alors peut-être que vous n'êtes pas forcément conscient que vous avez des métaux précieux à la maison, mais sachez qu'en fait, la Commission européenne, alors je vais juste vous lire, alors je ne vais pas vous lire la directive, hein, mais juste quelques enjeux, en fait... L'Union européenne, il y a des enjeux économiques sur les D3E qui sont les déchets d'équipements électriques et électroniques, donc je sais pas, votre sèche-cheveux, la machine à pain, la yaourtière, etc., etc. Chaque année, donc environ 12 millions de tonnes de D3E sont jetées par les consommateurs de l'Union européenne. Seulement 30% sont collectés et recyclés. Le reste de ces déchets échappe à l'Union européenne et est exporté vers la Chine, qui en assure le traitement et en récolte les fonds.
Donc, vous voyez bien les enjeux économiques derrière. Et il y a un projet donc européen qui vise effectivement à passer de 30 à 85% le taux de collecte des D3E. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on essaye effectivement d'inciter les consommateurs à rapporter effectivement voilà, ces objets que vous avez et dont vous ne vous servez plus. Donc au niveau des enjeux, il y a aussi, et enfin j'arrêterai, je conclurai là-dessus, vous avez effectivement des enjeux sociaux et sociétaux sur l'accumulation. On en a parlé, vider la maison d'un proche, c'est un enjeu sociétal. Tout le monde, grosso modo, est concerné par ce sujet et souvent on prend des décisions hâtives alors que effectivement ce n'est pas forcément les bonnes décisions à prendre. Là-dessus, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est un devoir de s'occuper des objets de nos parents? Est-ce que alors il y a des gens qui disent c'est un respect, d'autres effectivement comme Corinne qui disent qu'effectivement c'est à l'inverse, elle est en colère contre ses parents. Enfin bon voilà, il y a différents types d'enjeux. Aussi, autre enjeu, bien sûr, sociaux et sociétaux, par rapport aux associations caritatives, où là, effectivement, les associations essayent d'avoir des objets, mais des objets de qualité, et non pas, effectivement, des objets, effectivement, qui peuvent leur poser plutôt problème, parce que ce sont des déchets. En guise de conclusion, en fait, déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout, même si c'était un peu une course. Je vous ai malheureusement et égoïstement pas laissé la parole, parce que sinon, je n'allais pas avoir le temps de traiter tous les points. Bien sûr, on peut tout à fait continuer cette discussion, et au contraire, avec plaisir. Si vous voulez témoigner, voilà, il y a plusieurs documents qui circulent. Et en fait, juste en guise de conclusion, on peut se poser la question de savoir comment en fait va évoluer le comportement des gardeurs dans une ère de consommation collaborative, là où effectivement on est plutôt sur la location, on est plutôt un peu sur le partage. Alors est-ce qu'un gardeur partage? Ça, c'est une bonne question. Voilà, comment va évoluer ce comportement face aux objets, alors que voilà, maintenant, il y a d'autres façons, effectivement, d'avoir un usage des objets. Donc ça sera vraiment intéressant de refaire cette conférence voilà, dans 20 ans, tiens, et voir un peu ce qui va se passer. Est-ce que vous avez évolué d'abord dans vos comportements? Parce qu'Antoine disait, il avait vraiment raison. Effectivement, il y a une évolution du comportement du gardeur, mais parfois non. Parfois, ça s'empire même. Et donc, voilà, à voir. Rendez-vous dans quelques années. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. On peut peut-être prendre 2-3 questions? Oui, avec plaisir. Oui, tout à fait. Oui. Juste une chose que je voulais dire, c'est que dans l'accumulation des objets, et particulièrement dans les maisons dont on hérite, qu'on vide, etc., vous n'avez pas parlé de ce que chacun peut ressentir comme devoir de mémoire. Tout à fait. Donc je vous pose la question. Et tout à fait, exactement. Alors, vous savez, là, je suis très frustrée parce qu'il a fallu que je parle de beaucoup de choses en très peu de temps, donc c'est une frustration, mais vous avez tout à fait raison. En fait, c'est un peu vous savez, le grand-père portraituré qu'on a. Alors, bien sûr, je l'ai pris comme symbole, mais vous avez raison. En fait, il y a... Oui, exactement. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment un vrai devoir de mémoire parce qu'on est dans une filiation, en fait. Et voilà, pour transmettre, parce qu'aussi, on a un devoir de mémoire, mais parfois aussi un devoir de transmission sur les générations. On est vraiment toujours un maillon de la chaîne. Et donc, vous avez raison, c'est ces objets-là qui vous permettent de transmettre une histoire. Mais aussi, ce qui est assez intéressant, c'est aussi des secrets. Vous savez, les secrets de famille. Ça fait révéler tellement de choses, puisque voilà, il y a aussi les non-dits, quoi. On transmet ce qu'on dit, mais on transmet aussi le non-dit avec. Voilà, exactement. Ah là, tout à fait. Exactement. Là, oui. Là, tout à fait, oui. Oui, exactement. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Ça questionne les relations familiales. Oui. Oui. On a dit qu'on évoluait, mais on évolue. Est-ce qu'il y a des choses radicales? Je dirais, après, il y a une histoire, le quotidien, sa vie en général, mais est-ce qu'il y a des choses plus brutales qui font que on peut changer vraiment de comportement? Oui. Exactement. Alors là, j'avais un témoignage, mais je ne vous ai pas lu parce que voilà, on n'a pas trop le temps. Alors oui, il y a des choses qui sont très traumatisantes, et notamment tout ce qui est lié à la perte. C'est-à-dire que souvent, les gens se mettent à accumuler quand on vient de perdre quelqu'un, un proche, ou quand on divorce, ou quand il y a une perte, même ne serait-ce que quand on déménage, ou quand on perd un emploi. Dès qu'il y a ça questionne la perte, dès qu'il y a la perte, on peut se mettre à accumuler des choses pour se sécuriser, en fait. C'est une réponse un peu rapide. Il y a d'autres facteurs, mais aussi voilà, pour se reconstituer un petit nid douillet. Et donc, voilà, dès que vous êtes en situation de perte. Et sinon, il y a la culture. Regardez, souvent, nos grands-parents disaient, voilà, moi, j'ai vécu la guerre, donc, surtout, je
il y a absolument hors de question de gaspiller quelque chose, puisque voilà, il y a une culture, un traumatisme lié au manque, en fait. Et donc, oui, ouais, tout à fait. Oui, oui. La maladie aussi, oui, tout à fait, exactement. Aussi, ouais. Oui. Est-ce que vous pourriez redire le nom exact de cette maladie dans... Oui. Alors en fait, c'est la silogomanie. C'est silogomanie. Alors je ne sais plus si je l'ai écrit. Non. Ah pardon. Alors voilà, silogomanie, donc S-Y-2-L-O-G-O-M-A-N-I-E. Silogomanie. Oui, c'est un peu. J'ai mis pas mal de temps, mais ça y est, maintenant ça va mieux. Mais c'était un peu dur au début. Oui. Vous cherchez des témoignages. Il y a plein de livres de gens qui ont dit comment j'ai vidé la maison de mes parents, etc. Il y en a oui, des très très fait. connus. Moi, Mais je dis vivant. Ah, vous l'avez dit vivant, d'accord. Oui, vous avez raison. Il y a même un livre qui a été en psychologie écrit dessus, mais effectivement, oui. Mais après, ce qui est intéressant, c'est l'interaction. Parce qu'en fait, chaque histoire, si vous voulez, chaque histoire est unique. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle je préfère des sources primaires. Bonjour, excusez-moi. Vous avez parlé de Johannesburg, mais est-ce que votre étude porte sur la population française, sur la population occidentale, européenne, ou est-ce que vous allez plus loin que ça? Oui. Et pareil, au niveau chronologique aussi, parce que l'accumulation, elle existe depuis qu'on a des objets, hein, oui. donc, exactement. Dans les tombes, tout à fait. sur plein de. Ouais, je voulais savoir quels étaient les paramètres, les limites de votre recherche. C'est une très bonne question. Alors en fait, moi, ma limite, c'était au début l'individu. Je me suis limitée à lui. Et après, effectivement, grâce à ce livre collectif, on a un peu ouvert, même si on n'a pas du tout brossé tous les facteurs. Après, effectivement, l'étude sur l'Afrique du Sud, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. C'est une sociologue qui a travaillé effectivement sur l'Afrique du Sud avec des classes non blanches notamment. Et donc les classes moyennes non blanches de l'Afrique du Sud. Et là aussi, c'est très complexe parce qu'il y a tout un tissu de classes différentes au sein de la classe non blanche d'Afrique du Sud. Et aussi, donc, il y a aussi un historien dans l'ouvrage qui a travaillé, comme vous le dites, sur l'histoire de l'accumulation. Donc beaucoup sur le 19e siècle, parce que c'est un spécialiste du 19e siècle. Et il explique effectivement, regardez même les livres de Zola. Si on reprend Zola, on voit toute l'accumulation sur les étoffes, sur le comportement des gens par rapport à leurs objets. Donc vous avez tout à fait raison de dire que ce n'est pas du tout contemporain. Maintenant, ce qui est plus contemporain, c'est le type d'objet qui est gardé, c'est la quantité. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on accumule de plus en plus. C'est ça qui est très paradoxal aujourd'hui. Et ça, pour le coup, effectivement, ce sont des phénomènes contemporains à l'heure où on a beaucoup d'éléments qui pourraient nous laisser penser qu'on n'a plus besoin d'accumuler. Parce que, entre guillemets, mais on a beaucoup de choses qu'on a. Et si, par exemple, on a un accès à l'information tout le temps, donc il y a beaucoup j'ai envie de dire, d'objets comme des livres, etc., où on n'aurait pas besoin de les avoir, puisque, voilà, en un clic, on a l'information sur Internet maintenant. Donc, oui, c'est plutôt ce paradoxe-là, en fait. Vous avez abordé un petit peu, vous avez montré le tableau d'Armand et oui. Les nouveaux réalistes qui avaient travaillé sur l'exposition du plein et du vide. Exactement. Oui. Voilà, la galerie Grisclair. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu d'autres études avant? Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous êtes. Je connais pas très bien votre domaine d'intervention, mais oui. Est-ce qu'il existait d'autres études avant vous? Moi, je sais qu'en histoire de l'art, effectivement, on a parlé de ça. Mais effectivement, en gestion, est-ce que... Alors, en fait, donc moi, je suis en marketing. Et en fait, il y avait 0 étude, alors là, pour le coup, sur le sujet. Il y avait un peu littérature en psychologie sur la relation à l'objet ou sur les objets. Un peu sur les objets d'occasion, mais pas sur les gens qui gardaient des objets. Voilà. Et en gestion, c'est pas du tout un sujet qui était abordé. Donc, je commençais avec pas grand-chose sur la question. Après, vous avez raison, dans l'art, c'est ça qui est très intéressant de voir voilà, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi en fait on ferait intégrer des objets du quotidien dans une œuvre d'art. Ça, voilà, là, il y avait plus de choses, d'ailleurs, qui sont assez inspirationnelles pour moi, en fait. Mais c'est vrai qu'en gestion, c'est vraiment un sujet qui n'a pas du tout été abordé. On travaille plus sur ce qui va se passer devant, enfin, je veux dire, sur l'actif, pas tellement sur ce qu'on laisse derrière. Oui, et puis, vous avez raison. Et puis, en plus, c'est vraiment... Enfin, je pense qu'au début, les gens ne voyaient pas trop les enjeux pour le marketing et pour la gestion de s'intéresser à ce sujet-là. Et en fait, voilà. Et lorsque vous réfléchissez 4 secondes, effectivement, vous dites, ah oui, mais là, il y a un enjeu pour ça, il y a un enjeu pour ça. Donc, il y a vraiment un enjeu pour le marketing d'étudier ce type de sujet. Et donc, voilà. Mais voilà, il fallait commencer. Merci. Je vous en prie.
Vous étiez intervenu dans les médias, hein, il y avait eu des articles sur des interventions que vous aviez faites au moment de Noël sur les objets qu'on reçoit à Noël et qu'on revend, ou enfin, avec justement ce marché qui est en pleine expansion des cadeaux. Alors, on ne parle pas des cadeaux de mariage, autrefois c'était tout un sujet. Avec tous les cadeaux qu'on recevait et dont on ne savait pas quoi faire parce que le goût n'était pas forcément celui Exactement. Tout à fait. Voilà, donc ça aussi, ça en fait partie, je pense. Oui, tout à fait, vous avez raison. En fait, on s'est intéressé effectivement aux gens qui revendaient leurs cadeaux et aux gens qui achetaient effectivement des cadeaux d'occasion. Et là aussi, c'est très intéressant de voir que les normes, elles bougent, en fait. Qu'il y a peut-être, je sais pas, quelques années, on ne se serait jamais permis de revendre un cadeau. Et que maintenant, effectivement, il y a des gens qui transgressent, entre guillemets, cette norme du je ne le revendrai jamais pour, effectivement, le revendre. Tout à fait. C'est héréditaire, c'est-à-dire que, comme vous disiez tout à l'heure, on est très influencé par le comportement de nos mères, en majorité. Est-ce qu'on peut changer la tendance ou est-ce que nos enfants sont condamnés à avoir le même comportement que nous? Patricia s'inquiète. Alors en fait, non, moi je pense que, après ça dépend un peu. Je crois que ça va dépasser. Ça dépend si vous êtes en rébellion, peut-être un peu contre le système établi ou pas. Je pense qu'effectivement je pense que c'est assez individuel. Vous avez des gens effectivement qui n'accumulent pas et dont les enfants accumulent. Et j'ai envie de dire presque vice-versa. Enfin, vice-versa, je l'ai moins vu, mais dans ce sens-là, je l'ai vu. Même les parents, ils comprennent juste pas pourquoi leurs enfants, ils accumulent tous les jouets, les vêtements, les souvenirs, etc. Donc, effectivement, souvent, c'est transmis, c'est gardé comme comportement. Mais à l'inverse, il y a des gens, par exemple, ils ont tellement vu de livres chez eux qu'ils veulent juste plus de livres. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment comment vous avez vécu, en fait, le fait de vivre un peu dans l'accumulation de vos parents, en fait. Mais il n'y a pas de gène de l'accumulateur. Hein. C'est plutôt une pratique, une transmission culturelle. Bon, dernière question. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez sur les problématiques en termes de gestion, il y a la mairie de Paris a lancé hier, je crois, les états généraux de l'économie circulaire, qui donc ont vocation à déconstruire un peu la logique d'accumulation et à encourager la circulation et la réinjection des objets dans l'économie, finalement. Est-ce que vous auriez justement des suggestions ou des propositions à faire au pouvoir public sur les priorités qui permettraient aux personnes qui accumulent mais qui ne savent pas comment se débarrasser des choses de justement réintroduire dans le circuit les objets? Non, c'est une très bonne question. En fait, je pense que pour avoir travaillé pas mal sur le don aussi, le don d'objets notamment, et puis les objets sur le trottoir, etc., je pense qu'il manque des vrais lieux où les gens peuvent, sans jugement, sans la crainte du jugement d'autrui, poser des objets et voire à la limite même en prendre. Mais voilà, sans être en interaction avec le futur receveur, puisque l'interaction, et lorsqu'on donne quelque chose, c'est compliqué de donner. Et donc, alors par exemple, il y a des initiatives à Mulhouse notamment sur, par exemple, des magasins pour rien. C'est à vous déposer ce que vous voulez. Les gens viennent prendre ce qu'ils veulent. Il n'y a personne, sauf il y a une personne juste pour voir, gérer un peu au niveau sécurité, etc. Mais il n'y a personne pour voir combien de choses vous prenez, qu'est-ce que vous déposez. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment multiplier ce genre d'initiatives. Parce qu'en fait, regardez ce qui se passe sur des encombrants. Enfin, si vous laissez des choses, je veux dire, ça va jamais... Enfin, il y a plein de personnes qui les ramassent avant le service de la mairie. Voilà, exactement. Il y a un espèce de système de don informel, mais maintenant, effectivement, les mairies essayent d'encadrer de plus en plus. Maintenant, vous devez téléphoner, prendre rendez-vous pour avoir là. Donc, en fait, on supprime presque, à la limite, ce moment qui était dédié un peu à faire passer des objets. Donc, je pense qu'effectivement, le mieux, ce serait de créer, effectivement, pas mal d'espaces d'échanges informels, anonymes, limite asynchrone, c'est-à-dire des gens qui ne se rencontrent pas forcément, parce que les gens n'ont pas vraiment envie de se rencontrer parfois lorsqu'ils font circuler les objets. Et je pense que là, ça serait vraiment, à mon avis, quelque chose de très bon. Ouais. Déjà, l'initiative de la ville sur le don de tissus, de vêtements, etc., ils en ont mis partout. Tout à fait. C'est nouveau, et effectivement, et ça fait quand même quelqu'un... Oui, tout à fait. Ouais. Mais oui, c'est une très bonne initiative, oui. Ouais. Bon, merci. Je vous propose de continuer autour d'un café. Voilà.